Final Fantasy VII. Certainement l'un des monuments du jeu vidéo, une œuvre tellement cultissime que même un gamer se limitant au statut de jouer à Candy Crush sur le trône en a déjà entendu parler au moins une fois. Une pierre angulaire des années 90 qui s'est vue retravailler avec un premier épisode sorti en 2020, FF7 Remake. Bon, je vous passe les détails sur le DLC Intermission ou autre Crisis Core, mais aujourd'hui, on s'attaque aux platines de FF7 Rebirth, suite directe de FF7 Remake, deuxième épisode de cette trilogie remaniant l'histoire et les événements du jeu original. Car oui, vous allez voir que l'histoire ne suit pas vraiment le même chemin que FF7 OG, et je dois le dire, la mécanique exploitée pour revisiter cette dernière, tout en étant fidèle à l'original, est vraiment très ingénieuse. Maintenant, on va parler français, et on va voir ensemble quelle a été ma ligne de conduite pour obtenir le platine de Mario Party. Attends, quoi? Il y a un problème dans mes fiches, là. Ah oui, voilà, non, le platine de WarioWare. Non, oui, le platine de Wii Sport. Non, Wii Party, je sais plus. Attends, mais pourquoi j'ai écrit ça, moi? Je me rappelle plus, mais j'imagine que ça va revenir. Pour accéder aux platines de FF7 Rebirth, je ferai le jeu en entier, dans un premier temps, en essayant de clean les maps au maximum. Et ce, sans regarder le moindre trophée, juste pour kiffer la découverte, quoi. Ensuite, je m'attellerai à faire le 100%, et me préparer pour la run du mode difficile du jeu. Et dans un troisième et dernier temps, je ferai la run en question, ainsi que les combats du simulateur, brutaux et légendaires. Bon bah maintenant qu'on sait comment s'y prendre, je propose qu'on embarque dans cette aventure dont l'histoire m'a transporté, mais dont le platine m'a vidé de toute substance et privé de mon cœur, foie et poumons. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous introduire les deux camps majeurs de cette histoire pour que vous puissiez comprendre le début de cette dernière. Dans l'univers de FF7, le monde est gouverné par la Shinra, une puissante organisation qui n'a que pour seul objectif d'exploiter toute l'énergie dont dispose la planète, le Mako. Pour l'obtenir, ils ont construit des tonnes de réacteurs visant à miner cette ressource jusqu'à la moindre goutte. Ces réacteurs sont généralement situés à côté des villes pour redistribuer l'énergie aux habitants. De ce fait, la Shinra détruit la planète en la vidant de son énergie vitale, mais est indispensable aux habitants qui n'ont de choix que de se soumettre. Et oui, parce que vivre sans électricité, c'est chiant quand même. L'une de ces villes s'appelle Midgard, un immense bidonville complètement assiégé par la Shinra et dont les habitants sont dépendants, puisque même le soleil est créé artificiellement sous un plateau. En gros, imaginez un monde dans lequel on vivrait et où EDF serait à l'Elysée, gouvernerait la France et nous donnerait une quantité limitée d'électricité par jour. Pas joyeux, hein. La Shinra ayant exploité toute l'énergie terrestre, elle est désormais à la recherche de la Terre Promise, où une quantité illimitée de Mako serait à leur disposition. Évidemment, un régime aussi oppressif a créé une révolution, et également un groupe de militants, Avalanche, composé en tête d'affiche par Cloud, un ex-soldat imbibé au Mako avec des habilités exceptionnelles, Tifa, son amie d'enfance, très forte à la bagarre, avec des habilités exceptionnelles. Eris, dernier individu d'un peuple d'anciens, les Cetra, capable d'utiliser la planète dans tout ce qu'elle a à offrir, et Barrett, qui a un moulinex en guise d'avant-bras. Bon, il y en a beaucoup d'autres, mais pour des raisons de temps, on s'en tiendra juste à eux qui sont les personnages principaux. Le but de ce groupuscule est de sauver la planète en train de se faire vider de son flux vital. Et donc, dans le 7 Remake, ils ont dû faire sauter l'un des réacteurs de Midgard pour contenir la catastrophe. Mais la Shinra en a profité pour faire sauter tout le secteur 7 et leur mettre sur le dos. On se retrouve maintenant au début du jeu, FF7 Rebirth, ces événements étant expliqués à la population via BFM TV et sa dose de propagande qui va avec. Dans ces premières minutes, on suivra Zack, qui arrive après la guerre et verra tous les guerriers d'Avalanche disséminés. Ce qui est étrange d'ailleurs, parce que on sait que normalement, Zack est supposé être mort et Avalanche dans une position bien meilleure. J'imagine que la suite du scénario nous donnera des réponses. Ce passage se conclura donc avec Zack, qui sauve Eris, même si cette dernière semble être entre la vie et la mort. Bon, que vous n'ayez pas fait le jeu précédent, que vous l'ayez fait, à ce stade-là du jeu, c'est normal d'absolument rien comprendre. Nous voici maintenant 5 ans avant, où nous suivons Cloud pendant sa première mission en tant que jeune soldat de première classe inexpérimenté, avec pour instructeur et modèle, Sephiroth. Les méchants. Et oui, même ceux qui n'ont jamais joué au jeu connaissent ce nom. Et oui, il fut un temps où c'était un gentil. Enfin, entre guillemets, hein, parce que cet univers n'a rien de manichéen. Nos deux soldats sont donc envoyés à Nibelheim, lieu où a grandi Cloud pour surveiller un réacteur Mako, le tout premier jamais créé. On y retrouvera d'ailleurs tous nos poteaux d'enfance, dont Tifa, où tout comme Sephiroth, voit sa réputation la précéder. Celle-ci nous guidera jusqu'au réacteur, nous faisant prendre part à nos tout premiers combats,
où je déverrouillerai mes tout premiers trophées, dont le premier qui consiste à infliger un état de choc. Alors pour expliquer, chaque ennemi dispose d'une barre de vie, et d'une seconde barre en dessous de cette dernière, à savoir la barre de stance, une barre jaune qui, une fois remplie à force d'infliger des coups, met l'ennemi dans une forme de léthargie pendant laquelle il ne pourra pas répliquer et prendra beaucoup plus de dégâts. C'est ce qu'on appelle l'état de choc. Et j'obtiendrai donc le second trophée dans la foulée, qui consiste à gagner mon tout premier combat. What? Ok, let's go. Quelques minutes après, j'utiliserai la faiblesse d'un ennemi à son désavantage. Holy shit! Ah oui, ça la one shot carrément. Et oui, dans le jeu, beaucoup d'ennemis sont sujets à une faiblesse, souvent élémentaire, qu'il faut exploiter pour pouvoir mettre plus de dégâts. Juste après, on aura les mécaniques de gameplay les plus intéressantes et nerveuses du monde entier. I don't know what I'm doing! Ouais, les gameplays aussi énervés que ça, il y a que Square Enix pour nous en proposer. Hein. Ce après quoi, on croisera un gisement de matéria. Les matéria, ce sont des cristaux de Mako utilisables par les gens pour se lier à la Terre, et ainsi utiliser ces éléments, ou d'autres pouvoirs, ou même des sorts, dans la vie de tous les jours. Ou en ce qui nous concerne, dans les combats. Imagine, rien que tu fais réchauffer tes knackis à coups de méga feu, ça doit être stylé quand même, non? Sur la sortie de cette grotte, Cloud se fera attraper comme une adolescente en convention de youtubeur, et je le libérerai avec Sephiroth pour le trophée. Libérateur d'amis. Après ce moment douloureux mais inexplicablement plaisant, je rencontrerai mon premier mob un peu costaud, où j'effectuerai ma première action synchronisée, une action basique coordonnée entre deux persos. Pour le trophée, Ouais, j'ai pas fait exprès. ça c'est du game design, bordel. Et puis enfin, je combattrai mon premier boss, et sur ce dernier, je ferai une compétence synchronisée, une action surpuissante en équipe qui met énormément de dégâts et inflige aussi énormément de chocs, ce qui me fera débloquer le trophée. Ouais. Zéro damage. Bravo. Les actions synchronisées se déverrouillent en combat après plusieurs utilisations de compétences ATB, et ces dernières ont pour but, en plus de faire des dégâts, d'augmenter la puissance du Limit Break, ou Transcendance en français, un genre d'ulti qui fera des dégâts titanesques, et je vais d'ailleurs l'utiliser directement dans la foulée, pour son trophée, combattant transcendé. Transcendence. Let's go. C'est loupé. Nous atteindrons finalement le réacteur, et c'est le moment où Sephiroth comprendra qu'il n'est pas humain. Il est une création faite à partir d'une entité extraterrestre autrefois tombée sur Terre et exploitée par la Shinra, Jenova. D'où le fait que ce guerrier semble avoir un pouvoir sans limite. Visiblement pour lui, le fait d'avoir vécu dans le mensonge toute sa vie, et d'en plus être le soldat de l'organisation qui l'a entubé, c'en est beaucoup trop à avaler. Dès lors, il décidera de tuer tout ce qui ressemble de près ou de loin à un être humain, et n'aura que pour objectif de détruire le monde. Ouais, je reconnais, on a fait plus original comme raison de détruire le monde, mais vous verrez par la suite qu'il y a en réalité une raison bien plus profonde. C'est donc de cette manière que Sephiroth réduira Nibel en cendres, que Cloud laissera Tifa pour morte, ce gros mongol, et que j'obtiendrai mon trophée du premier chapitre. Héros déchu. Retour dans le présent maintenant, avec nos membres d'Avalanche qui ont donc pour objectif d'arrêter Sephiroth et de sauver le monde. Une quête des plus urgentes où chaque seconde est comptée. Mais les gars, on serait pas une petite belote quand même avant de partir là? Allez, c'est parti! À partir de maintenant, sachez qu'aucun party game au monde n'a proposé autant de mini-jeux que FF7 Rebirth. Et on commence par le premier, le Queen's Blood, un jeu de cartes qui n'a rien à envier au Gwent de The Witcher 3. Ceci est du sarcasme. Bon, j'ai clairement la flemme de vous expliquer les règles, hein, parce que même pour le jeu, c'est genre 45 minutes de tutoriel, mais en gros, il faut faire plus de points que le mec en face. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est généralement ce qu'on doit faire dans un 1v1, je viens de me rendre compte. En combattant du coup une poignée de joueurs de cartes et en triomphant, je monte mon rang de joueur Queen's Blood et j'obtiens le trophée de l'avoir fait. Désolé. Police girl. Misère! Qui ose nous interrompre dans un mini-jeu de cartes? C'est inacceptable. C'est la Shinra qui veut détruire le monde. Comme si c'était ma priorité. Eh oui, visiblement cette dernière semble être au courant qu'Avalanche est dans les parages, et du coup les recherche. Il va donc falloir filer en douce.
beaucoup trop de vélocité dans ce gameplay, j'arrive vraiment plus à suivre moi. Après s'être extirpé de ce mauvais pas, nous voici dehors. Et enfin, nous avons accès au premier open world du jeu, la prairie. Zone bucolique où nous attend une exploration affûtée et... des tours Ubisoft? Vraiment? Comme quoi ce studio a inventé un concept si fort que même Square Enix est tombé dedans. C'est multivers carrément là. Et oui, des tours Ubisoft qui, comme leur nom l'indique, devront être capturés pour acquérir des données de la zone et marquer la map. Dans cette zone, pendant un combat, je montrais une compétence d'arme en maîtrise pour la première fois. Prévôt d'armes. Pour vous expliquer, en gros, chaque arme du jeu a une compétence associée. Et si vous voulez la garder quand vous changez d'arme, il faut l'utiliser un certain nombre de fois pour pouvoir la maîtriser. Et d'ailleurs, pendant ce même combat, je montrais également le niveau d'une materia. Pour la première fois. Et Inicio Materia. Monter le niveau du Materia. Materia qui sont mes sorts et compétences, je vous rappelle, qui level up avec les PC qu'on récolte en tuant des monstres. Je débloquerai ensuite le trophée Explorateur débutant. Explorateur débutant. Qui consiste à faire 5 rapports d'exploration différents. Des rapports, il y en a des milliards à faire dans le jeu. En gros, c'est les points de la map où vous devrez faire du clear Ubisoft. Faire ces rapports vous rapporte du loot et des données vous permettant d'avoir accès au simulateur de combat et acheter des matériaux rares chez Chadley. Personnage qui a autant de flots qu'une carpe morte desséchée sous un soleil d'été au bord d'un étang dans lequel on aurait au préalable jeté du samplon 95 ou autre chewing-gum usagé. Ouais, c'est pas qu'une impression, je le déteste, et vous comprendrez plus tard pourquoi. Dans ces zones ouvertes se situeront également des caches au trésor, où il faudra trouver le nombre de coffres indiqués pour pouvoir se repaître de loot, ou tout du moins, d'objets que vous utiliserez jamais. Et une fois ma première cache vidée, j'obtiens dans la foulée... Chasseur de trésors en l'air en bas. Y'a vraiment raid sur un chocobo là? Ah, j'ai tout vu hein. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait Crash Bandicoot le bonhomme d'ici. Je suis mort. Hein. Ce clébard là, c'est Red, un membre de l'équipe qui est une sorte de rat de laboratoire. Et c'est pas la dernière fois qu'il me fera marrer ce con. Toujours dans cet open world, je réparerai mon 3e arrêt de chocobo pour le trophée. Réparateur inarrêtable. Les arrêts de chocobo, c'est basiquement des points de TPE où je peux me reposer et récupérer PV et PM. Ils sont vitaux, en mode difficile d'ailleurs. Ah oui, et les chocobos, pour les ermites qui sauraient pas, c'est ça. C'est le genre de bestiole qui, une fois roulé dans la panure et plongé dans de l'huile de friture à 180 degrés, doit être particulièrement succulent. Mais vu que dans ce monde, il n'y a aucune corporation avide d'argent en dehors de la Shinra, ces poussins géants nous serviront uniquement de monture, et accessoirement de renifleurs à loot. En effet, ces derniers ont un odorat de zinzin et peuvent sentir les trésors. D'ailleurs, en trouvant 2, je débloquerai le trophée. Excavateur monté. Je vous l'ai pas dit, mais il y a différentes sortes de matéria. Et en dehors de celles consacrées au sort, il y en a des plus puissantes, les matéria d'invocation, permettant, comme leur nom l'indique, d'invoquer un espère, une créature légendaire nous prêtant main forte au combat, une fois le premier état de choc infligé. Bon, ma première invocation n'a rien de légendaire, puisque je n'ai pas encore les espères de fou qu'on chope au simulateur, mais j'ai pour l'instant celui de base, le Chocobo Emog, qui ne ferait pas de mal à une mouche, mais qui me donneront quand même le trophée d'invoquer pour la première fois. Apprenti invocateur. Et puis pour finir le clear de cette région, je mettrai la main sur la proto-relique. La proto-relique, c'est un objet mystérieux sur lequel on aura plus de détails plus tard, mais qui sera primordial de récupérer selon les dires de Chadley. Chaque zone du jeu en possède une, qui se récupère en 4 étapes. Pour cette première zone, il faudra juste que je combatte les Kotoreb de bandits qui peuplent cette région pour leur substituer, et ainsi avoir le trophée de la première proto-relique. Et par là même, d'avoir le trophée de réussir tous les rapports d'exploration d'une seule région. En connaisseur régional. Associé de Bacon associé. Je prends pas trop de temps pour la première proto-relique, mais vous allez voir que les suivantes seront bien plus... moins... drôles. Une fois la zone bien nettoyée, je ferai ma première quête secondaire. Pour le trophée... La renaissance d'un mercenaire.
Il fallait cueillir des fleurs, en respectant bien les couleurs du dessin. Bon, j'espère juste pour vous que vous avez fait vos classes de maternelle, parce que c'est vraiment primordial pour réussir ce jeu. Vu que j'ai très bien nettoyé la zone, j'ai pu analyser par là même tous les ennemis des lieux, et baisser du coup la puissance de l'esper dans le simulateur avec les hôtels. De ce fait, j'ai accès à tous les premiers combats justement du simulateur, dont celui de Titan, le premier esper, qui une fois vaincu, combattra pour moi si j'utilise sa matéria d'invocation. Bon, un fight vraiment simple et un trophée aussi, obtenu en terrassant pour la première fois un esper. Lure d'esper. Une fois tous ces enfantillages mis de côté, il est temps de reprendre la quête de sauver le monde. Ainsi, nous nous mettons en chemin pour arrêter Sephiroth, auquel Cloud semble être connecté. En effet, celui-ci aura plein de visions tout au long du jeu, où Sephiroth se matérialisera devant lui pour lui parler. Mais est-ce que ce sont vraiment des visions, ou est-ce que c'est la réalité? Quelques minutes avant, un autre ex-soldat nous expliquera que tous les soldats finissent par être atteints de dégénérescence, un état léthargique qui fait perdre complètement la boule au malade, le transformant inexorablement en légume. Cloud étant un soldat, il mettra la cause de ses visions sur le début de sa dégénérescence, le début de la fin. Un type d'individu très précis déclenchera principalement les visions de notre héros, les manteaux noirs, et nous en croiserons d'ailleurs un juste dans la foulée, qui prendra l'apparence de Sephiroth pour nous dire de venir le chercher. Et sur le chemin, un boss émergera, le Midgar Sommer, créature emblématique du jeu qui subira mon courroux sans problème, mais celui-ci étant rancunier, il tentera dans son dernier souffle de me tuer, ce après quoi Sephiroth apparaîtra comme sorti d'une autre dimension pour me sauver. Il semblerait que le destin soit de mon côté. Voilà Sephiroth, montre à Cloud comment on fait. Plus nous avançons et plus les manteaux noirs sont nombreux, et notre équipe en fait la déduction qu'ils sont en direction de Sephiroth. Notre but est donc de les suivre. Une fois cette conclusion tirée, la fin du chapitre 2 et son trophée font leur entrée. Début d'une nouvelle aventure, du chapitre 2. Dans notre track des manteaux noirs, nous traverserons une mine de mithril, dans laquelle du gameplay merveilleux nous attend. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Nous ferons également notre première rencontre avec les Turks, c'est la genre de Team Rocket du jeu qui veut jamais clamser pour de bon, et le deuxième vrai boss du jeu, à savoir le golem de mithril. Une fois toutes les aventures passées, notre team fera le point sur la situation, et après un discours de motivation de Barrett, le trophée du chapitre 3 nous sera offert. Dang it. Oh, Check it out. à la poursuite des manteaux noirs, chapitre 3. Nous arrivons ensuite dans la deuxième zone ouverte du jeu, Junon, et son canon géant emblématique. Il s'agit d'une ville fortifiée, et accessoirement QG de la Shinra, entourée par des terres désertes à explorer. Dans cette zone, il y aura un maximum de clear à faire. Et donc oui, vous l'avez compris, un maximum de mini-jeux aussi. Non, sors de là, sors de là. Je sais qui lui. Une heure et demie, tu... Attends, parce que je sais pas quoi... Ah mais ça se touche, ça t'envoie... Non, Dès notre arrivée dans Sous-Junon, une créature aura mal choisi son moment pour foutre le sbeul. Du coup, on la démonte et on fera la rencontre de Yuffie, une Wutai qui parle beaucoup trop et qui n'a que le mot matéria à la bouche. Alors, les Wutai, c'est juste le clan ennemi juré de la Shinra, des genres de guerriers qui maîtrisent le ninjutsu, quoi. Après nous avoir exprimé son plan d'assassiner le président de la Shinra, Rufus, nous serons interrompus par le casse-couille personnifié, Rocher, qu'on aura l'occasion de détester plus tard. Notre objectif est donc clair, accéder à Junon pour infiltrer la Shinra, obtenir des informations et potentiellement éliminer Rufus Shinra. Mais avant, c'est parti pour clear la map des lieux, et après avoir eu le trophée de faire mon 50e rapport d'exploration... explorateur expérimenté. C'est moi ou on dirait le début d'un mauvais hentai, là? Je m'attaquerai à la proto-relique, un mini-jeu tout bonnement exceptionnel où on incarnera des jouets ayant pris vie et se battant pour leur liberté. Un jeu dans lequel il faudra abattre le chef ennemi, sans se faire abattre le nôtre évidemment, dans le temps imparti. 4 games seront à faire pour avoir accès à la deuxième proto-relique du jeu, ainsi qu'à son trophée. Général de Fort Condor. Une fois obtenue, celle-ci me transportera dans un univers parallèle à la rencontre d'un être assez particulier, et qui visiblement veut s'emparer de cette proto-relique. Après un refus catégorique et une petite fessée, nous serons retéléportés dans notre monde, où nous poursuivrons notre quête d'accéder à Junon. Mais faudrait pas oublier le plus important, non? On serait pas quelques mini-jeux d'abord? Jouer à FF, c'est pas pour jouer à ça, là.
Sérieusement. C'est de la merde. Pour accéder à Junon et au QG de la Shinra, rien de plus simple. On va juste ride un dauphin, et on va s'en servir de planche de surf avec siège éjectable pour accéder à l'ascenseur. D'accord, faisons comme ça. Et une fois sur place, notre équipe se déguisera en soldat de la Shinra pour passer incognito. Désolé, je trouve pas. Quoi, comment ça, je cherchais à regarder sous la cabine d'essayage de Tifa, c'est pas mon genre. Prenez pour qui, là? Une fois au cœur des rangs de l'ennemi, nous prendrons part à une gigantesque parade où les QTE seront à l'honneur. Et là, sans le savoir, je viens de louper le trophée de faire le score maximal, parce que j'avais pas les mains sur la manette au début du show. Et c'est malheureusement pas les 2 perfects que j'ai mis après qui m'auront permis de redresser la barre. Mais bon, il y a une game en hardcore à faire, alors tranquille, on le fera à ce moment-là. Après avoir brillé devant la Shinra, Rufus nous démasquera et nous proposera un deal où il arrêterait de poursuivre Avalanche si on s'occupe de Sephiroth pour lui. Rufus ayant repris le flambeau de la Shinra après que son père tyrannique soit mort, celui-ci ne veut pas s'empêtrer de ses histoires et ne veut que son objectif principal, trouver la Terre Promise. Sauf que c'était évidemment trop beau, et du coup, Yuffie la trou de balle va tenter d'assassiner Rufus. Évidemment sans y parvenir, ce qui aura pour effet de faire annuler la proposition par Rufus, et d'inviter Avalanche à foutre le camp, s'ils veulent pas se faire découper. Ma 7ème compagnie de soldats me restera néanmoins fidèle, bon juste parce qu'ils savent pas réellement qui je suis, et je les escorterai jusqu'à la fin. Et après un fight avec le Brisburn de service, je leur ferai mes adieux, car visiblement, les manteaux noirs sont attirés par le frisson de la croisière en bateau. Direction maintenant Costa del Sol, où les meilleurs moments du jeu m'attendent. Faux! Ta gueule! C'est une fin de chapitre 4. Pour patienter sur le bateau, le temps d'arriver à Costa del Sol, une compétition de cartes sera mise en place. Et croyez-moi, là, on n'est qu'au début d'un arc du jeu où les mini-jeux, on va en bouffer un max. Et en gagnant ce tournoi, j'obtiens le trophée. Ouais. Une fois ce tournoi remporté, le bateau se fera attaquer par les créatures de Genova et fusionneront avec les manteaux noirs pour créer des symbiotes très puissants, ce qui ravira d'ailleurs le professeur Ojo de ses morts qui ne paie rien pour attendre. Une fois la menace éliminée et son boss qui va avec, rien de moins que Genova qui fait son retour, Sephiroth fera une énième apparition mystérieuse et ainsi se terminera le chapitre 5. Chapitre 5. Retour de Genova. J'espère que maintenant vous n'êtes pas pressé d'utiliser votre épée parce qu'à la place vous allez utiliser des gueules en plastique, des cartes et des ballons de foot. Ferme ta gueule toi, je veux que je t'ai niqué. Moi le patron. Je peux pas jouer en fait, il avait raison. Bakara! Jotaro! Je l'embrasse le truc ou quoi? Mais putain, mais... C'est quoi ce tas de merde? Parmi tous ces mini-jeux, tous plus emmerdants les uns que les autres, il y a quand même celui du piano. Des pianos, il y en a 6 dans le jeu, et je devrais réaliser chacune des partitions des 6 pianos avec un score de A minimum pour un trophée. Alors c'est parti. Alors là juste, si on pouvait me donner un tout petit conseil. Comment je fais pour me concentrer sur les notes si on me fout ça sous les yeux? Bordel de merde! Oula oula, calmez-vous, je vous vois derrière vos écrans. Hein. Laissez vos épées dans vos fourreaux, je vous ai dit qu'on n'était pas prêt de s'en servir. Après 3 heures de rail shooter, Rocket League ou autre branlette, Ojo le casse-burne entrera en scène dans le but de capturer les symbiotes afin de les étudier. Oui, le professeur Ojo est un colossal FDP qui fait des expériences sur tout et n'importe quoi sans absolument aucune éthique. C'est d'ailleurs à lui qu'on doit les soldats, Sephiroth, Red ou encore la moitié des créatures bizarres de ce monde. Bon, évidemment, les agissements de Ojo ne seront pas au goût d'Avalanche et de Cloud, qui, armé de son meilleur parasol, à défaut de sa bite, foutra une dérouillée au robot de Ojo, avec l'aide de Yuffie, qui mettra un gros clutch après que tout le monde soit capturé. Comme quoi, elle fait pas que de la merde, celle-là. Mais bon, si elle pouvait un peu fermer sa gueule, j'avoue, ce serait bien quand même. Une fois la menace repoussée, on prendra la soirée pour se relaxer. Je dis pas la taille des mollets, hein. Là, il est posé, le mec, là. J'ai pas toutes les infos, là. Et après une bonne nuit de repos à l'hôtel de Johnny, personnage que vous apprendrez à particulièrement détester en faisant ce platine, vous comprendrez pourquoi après, Yuffie rejoindra l'équipe, ce qui conclura le chapitre 6. Ouais. Entre nous,
Est-ce qu'on n'aurait pas mérité de faire une mission avec un maximum de mini-jeux? Quoi? C'est pas comme si c'était la fin du monde, hein. Rentre ta mère. Mais gros, mais rentre, mais what? Bon, l'objectif n'a toujours pas changé, et ce depuis 4 chapitres maintenant. Le but est encore et toujours de poursuivre les manteaux noirs, et ceux-ci semblent se diriger vers le Mont Corel, une montagne en haut de laquelle se trouverait un ancien réacteur Mako détruit. Juste avant de l'atteindre, notre route sera barrée par notre prochain boss, le gyrocanonnier modifié. Les boss restent tranquilles actuellement, mais c'est dans la run difficile que tout prendra une autre tournure, évidemment. Celui-ci était d'ailleurs envoyé par les Turcs, toujours prêt à nous foutre des bâtons dans les roues, ces trous du cul. Une fois celui-ci vaincu, on aura l'accès au réacteur, dans lequel se trouve une arme. Que j'appellerai d'ailleurs Weapon dans la suite de cette vidéo, parce que c'est dans un premier temps le nom original et en anglais, et ça permettra aussi d'avoir plus de sens dans les futures phrases où je l'utiliserai, parce que dire arme en plein milieu d'une phrase, ça peut prêter à confusion. Ces Weapons sont des entités qui apparaissent quand le Mako est quasiment inexistant sur la Terre. En d'autres termes, si ces créatures apparaissent, c'est que la fin du monde est proche. Pour Hojo, évidemment, ça veut surtout dire une nouvelle créature à expérimenter. Et pour Yuffie, une matéria de plus à obtenir. Même si je la trouve un peu trop grosse pour quelqu'un de son âge. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Norman? Faux! Ah ouais? Oh, ça m'étonne venant de toi. De ce fait, l'apparition de cette weapon veut surtout dire que, quoi qu'on fasse, le monde semble perdu. Mais bon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, non? Alors notre équipe continuera de traquer les manteaux noirs, vaincre des boss, et faire des mini-jeux. Bordel, mais c'est pas possible! Comment vous pouvez jouer après avoir une nouvelle pareille? Bon, après avoir passé 3 heures de plus à jouer à la Wii, on peut enfin reprendre notre route, et atteindre le village qui, autrefois, fut celui de Barrett. Celui-ci se fera d'ailleurs bolos comme à la cour de récré du collège, sans broncher. Bon, pour vous expliquer brièvement, à l'époque où la Shinra installait ses réacteurs, pour soi-disant faciliter la vie des gens, Barrett a voté en faveur de son installation, mais à cause d'un coup en traître de la Shinra, le réacteur a explosé, et tout le village a pris cher, notamment la femme de Barrett, qui est décédée, ainsi que bien d'autres gens. Et étant donné que Avalanche a tout pris sur le dos, avec la propagande de Shinra, je vous rappelle, tout le monde au village pense que Barrett est un lâche, qui a fui au moment où tout dérapait, alors qu'au contraire, il agissait en héros. Et ce dernier préfère porter le chapeau, car lui-même se trouve responsable de ce bordel, étant donné qu'il a donné son aval à la construction du réacteur. Non mais sérieux Barrett, réveille-toi, il est à 2 doigts de te pisser dans la bouche! En traversant ce village, synonyme de cauchemar pour Barrett, nous continuerons de suivre les manteaux noirs jusqu'au Gold Saucer. Lourd tribu de la Mako. Ah ouais, vous pensiez que les mini-jeux c'était fini? Ça fait que commencer, bordel. Aidez! Oh. Oh shit, here we go again. Au Gold Saucer, casino géant où nous attendra un maximum de fun, nous rencontrerons Dio, propriétaire des lieux, un personnage piqué au synthol, et Kate 6. Non, pas lui, la version Wish et Féline, un chat, que d'ailleurs on adorera jouer dans un futur chapitre. Ceci est du sarcasme. Bon, on est beaucoup trop épuisé par le voyage, donc d'abord on va faire une bonne nuit de repos, mais au réveil, Barrett a disparu, et selon Dio, quelqu'un muni d'une arme en guise de bras aurait tué un maximum de gens dans la zone avant de prendre la fuite. Notre équipe ne croit pas une seule seconde qu'il s'agisse de Barrett, évidemment, mais on doit quand même enquêter, avec l'aval de Dio, qui nous donnera un délai de 24 heures, et si ce délai est dépassé, alors nous serons livrés à la Shinra. Sur la route pour trouver Barrett, on se fera kidnapper par les motards de la zone, qui nous demanderont un service en échange de nous révéler l'endroit où ils retiennent Barrett, qu'ils ont lui aussi kidnappé au préalable. Bordel, mais le mec est un frigo atomique avec la mort incarnée en guise de bras, et il se fait bolos par tout ce qui bouge, c'est pas possible! Ah, et vous savez comment on doit honorer le service de ces bandits? Ouais, surprenant, hein. Une fois tous ces mini-jeux passés, les bandits nous révéleront l'endroit où est retenu Barrett, et nous le retrouverons qui était sur la piste de Dyne, son ancien ami qui, comme lui, a une arme en guise de bras. Bon, en vrai, ils auraient pu faire plus original et lui foutre à un autre endroit son minigun, sans déconner. Quoi, pourquoi vous me regardez comme ça? Dyne est devenu complètement fou et tentera de tuer Barrett en l'accusant, lui aussi, d'être un lâche, lui remettant la mort de sa femme et de sa fille sur le dos. Sauf que sa fille, Marlène, n'est pas morte et a été sauvée par Barrett, justement. Et du coup,
Dyne en profitera encore pour lui foutre ça sur le dos. Oui, comme quoi il l'aurait remplacé comme rôle de père. Non, en vrai, il mérite de se faire enculer, on va pas se mentir. Bon, sans avoir le temps de reprendre son souffle, la Shinra viendra nous péter les steaks. Et le jeu nous offrira ensuite la vue de Zack, qui est à la recherche de Biggs, dans ce qui semble être le futur. Mais ça reste intriguant, parce que tous ces personnages-là, ils sont censés être morts dans les précédents opus. Une fois avoir retrouvé Biggs, on reviendra dans notre présent pour suivre nos héros, qui auront pour objectif désormais d'aller au réacteur Mako suivant. N'ayant plus réellement de pistes, c'est pour eux la seule chose à faire. Du paradis doré, chapitre 8. Bon, bah c'est parti pour clear la map de Corel cette fois-ci, étant donné que toute la map est ouverte maintenant, et on en profitera pour obtenir... Gîte Benir, une étoile. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'on détesterait Johnny par la suite? Eh bien c'est parce que ce dernier a 88 objets de collection à obtenir, et pour les avoir, il faudra parfois fouiller et trouver un trésor avec son chocobo, accomplir des mini-jeux évidemment, et surtout, faire les défis du jeu les plus compliqués, sur lesquels on reviendra plus tard. Mais ce trophée là que je viens d'avoir, c'est celui d'avoir les 10 premiers. Une fois la map de Corel complètement nettoyée, nous arriverons désormais dans la zone de Gongaga, où se situe le fameux réacteur. Mais d'abord... Non, 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 non. Oui. Oui. À l'entrée de ce réacteur se trouvent des fillers. Les fillers, ce sont des entités qui interviennent pour conserver le bon déroulement du destin. En gros, si le destin du monde ou d'un personnage est altéré par une décision qu'il a prise, les fillers interviennent pour empêcher que ça se produise. S'ils sont là, c'est donc bon signe. Et oui, parce que le destin de la Terre, c'est d'être détruit, donc s'ils interviennent, ça veut dire qu'on est sur le point de changer ça, quoi. Allez, entre deux mini-jeux, un peu de gameplay nerveux. Et une fois arrivé dans le réacteur, évidemment, les créatures Jenova et la Shinra sont de la partie, puisque Hojo veut capturer une weapon pour l'étudier. Nos héros devront donc l'en empêcher en affrontant le spécimen H1024 et la jument écarlate. Mais une fois ceci fait, Cloud semble altéré, de plus en plus corrompu par Sephiroth, et va commettre l'irréparable. Mais bon, Tifa possédant des abdos en acier, elle survivra, pour se faire grailler ensuite dans la foulée par la weapon. Et ce sera du coup l'occasion pour elle de découvrir la rivière de la vie, lieu d'où naît et retourne une fois mort toute chose vivante de la planète. Et autour de cette rivière de la vie, on peut d'ailleurs apercevoir les weapons et les fillers, qui s'assurent de son bon fonctionnement. Dieu merci, la weapon est de notre côté et nous rend notre waifu, sans laquelle j'aurais certainement rage quitte le jeu. Bah quoi, c'est le meilleur DPS du groupe. Une fois notre groupe remis sur pied et la weapon protégée, ils prendront la décision d'aller au planétarium. Le sort de la planète étant visiblement scellé, il faut se diriger là-bas pour avoir des informations de par les plus grands astrophysiciens de la planète, pour savoir ce qu'il est possible de faire. Oui, bah vous avez compris le principe, hein, c'est jamais plus de 2 heures d'histoire sans 10 heures de mini-jeu entre les deux. Ainsi, nous rencontrerons Sid, aviateur de renom qui nous permettra d'accéder à Cosmo, endroit où se trouve le planétarium, et nous offrira le trophée du chapitre 9. Le cri de la planète. Au planétarium, on nous expliquera ce qu'on avait déjà à peu près compris, que la rivière de la vie est une énergie spirituelle sans laquelle la planète ne pourrait exister, et que si ça venait à se tarir, c'est ciao. Après la cérémonie de retour à la planète, Bugenhagen fera passer une épreuve à Nanaki. Oui, Nanaki, c'est juste l'autre nom de Red qui a fait son coming out. Cette épreuve est là pour lui permettre d'atteindre le rang de protecteur de la vallée, pour, à l'instar de son père, protéger les habitants des lieux. Mais Red a renié son père, qu'il juge être un lâche, qu'il l'a abandonné lui et sa mère quand tout foutait le camp quand il était tout petit. Dans cette fameuse épreuve, il devra affronter les Gi. Non, c'est plus Guy. Des guerriers fantomatiques qui n'appartiennent pas à cette planète, ni même à cette dimension. Et après les avoir tous vaincus, ainsi que leur maître, Ginatak, Red aura la révélation que son père était en réalité un héros, qui a sacrifié sa vie pour protéger la vallée de l'influence et de la toxicité des Gi. Il a préféré être pétrifié jusqu'à la fin des temps, plutôt que de mettre sa famille en danger. Nos héros apprendront également que les Gi veulent la Materia Noire, une Materia leur permettant de disparaître à tout jamais, car tel est leur souhait. Ainsi, nous leur promettons de leur ramener, si eux, de leur côté, promettent de ne plus faire de vagues et attendent bien sagement notre retour, sans envahir la vallée. Évidemment, il s'agissait d'une feinte.
Pour savoir où se trouve cette matéria noire, il faut d'abord localiser un temple Cetra, mais son emplacement est inconnu. Pour avoir une chance de le localiser, il faut trouver un terminal de la Shinra, et le seul encore en marche se situerait à Nibel, lieu de naissance de Cloud et Tifa, qui a été terrassé par Sephiroth 5 ans avant. Mais d'abord... Ouais bon, vous savez ce que je vais dire, il n'y a plus de surprise. Puis la gueule des mini-jeux, quoi. C'est vraiment un gros tas de merde. Ça, là, c'est le mini-jeu Robot et Flamby. Enfin, il s'appelle pas comme ça, mais moi je l'appelle comme ça, parce que bon, on s'en secoue la nouille, vraiment. Je suis vraiment désolé, à chaque fois qu'on parle de mini-jeu, j'ai envie de péter un plomb. Ce mini-jeu, justement, c'est le plus dégueulasse de l'histoire des mini-jeux, où il faudra configurer des commandes pendant 5 jours avant de pouvoir putain de jouer. Vous savez ce qu'on dit d'un jeu qui a trop de règles? Bon, néanmoins, Robot et Flamby est un jeu qu'il faudra faire dans un premier temps 4 fois, puisqu'il nous permettra d'obtenir la proto-relique de Cosmo, ainsi que son trophée. Mettre des gambettes. Une deuxième rencontre avec l'entité de la relique nous apprendra que ces babioles sont en réalité une armure disséminée dans notre monde, et qui provient d'un autre, celui de Gilgamesh. Bon, une fois tout ce calvaire passé, on se met enfin en route pour Nibelheim, et sur le chemin, c'est le trophée du chapitre 10 qui nous sera offert. Le chapitre 10, là, ouais... Avant d'arriver au village, je décide de faire la map de Nibel à 100%, ou tout du moins ce qui est actuellement possible de faire. Et de ce fait, je débloquerai la dernière boutique Mog. Ouais, les boutiques Mog, je vous en ai pas parlé. C'est des endroits à débloquer avec... Comment c'est déjà? Ah oui, un mini-jeu. Ou encore un mini-jeu frustrant possible, mais qui vous donnera l'accès à une boutique unique avec pas mal d'items intéressants. Et donc après cette boutique Mog débloquée, qui était la 7ème, j'ai obtenu le trophée. Qu'est-ce que je viens de vivre sans déconner, what? Nous nous mettons maintenant en route pour le manoir Shinra, en quête d'informations et surtout du terminal. Et dans ce manoir, le passage de l'histoire le plus insupportable du jeu, à tous les égards, avec Kate 6. Absolument personne n'a aimé ce passage. Il faut savoir, c'est un véritable fait. Tiens, je vous mets la source sous vos yeux dès maintenant. Voilà tout ce que j'ai à te dire, frérot. Une fois au bout du chemin, nous rencontrerons Vincent, ou plutôt la bête galienne, le gardien du terminal, qui a le même ennemi que nous, Sephiroth. Ainsi, il nous laisse passer pour poursuivre notre quête. Ah bah non, en fait, il va nous faire le cul. Abort mission les mecs. Ça, accessoirement, c'est le combat que j'ai trouvé le plus dur en mode difficile. Ça a été un véritable enfer pour moi. Bon, pour une raison en particulier que je vous explique maintenant, mais il faut savoir que je n'ai pas fait de build précis avant au moins avoir eu 120 heures de jeu. Ça veut dire en gros que j'ai fait tout le jeu à 100% plus tout le jeu en hardcore jusqu'à ce moment précis, en mettant des matérias qui veulent rien dire. Ouais, j'aime bien me compliquer la vie. Du coup, une fois arrivé sur lui en difficile, bah j'ai dû changer ma façon de faire et cette fois-ci jouer correctement avec des builds bien affûtés, quoi. D'où le fait que c'est lui, le boss que j'ai trouvé le plus compliqué du jeu, alors que je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, il y en a d'autres bien plus marquants. Une fois cette bestiole vaincue, nous savons désormais où se trouve le temple Cetra. Notre objectif est donc clair. À la sortie du manoir, nous attendra Rocher, que j'ai détesté en normal, mais que j'ai déboîté first try en hardcore une fois la technique de parade du soldat complètement maîtrisée. Bon, maintenant qu'on sait où est le temple, ce serait le moment d'y aller, non? Ah ouais, mais attends! Se niquer en plus on est calme. Parmi les objectifs que je devais faire pour nettoyer la map de Nibel, il y a les hôtels d'Esper, qui me permettront d'avoir accès à Odin et sa matéria surpuissante. Pendant son combat au simulateur, je ferai mon premier plus de 300% de jauge de choc. Pour son trophée... Bon, dépasser les 300% de choc, c'est un truc que j'ai fait des centaines de fois ensuite, mais en gros, ce pourcentage, c'est quand on met un ennemi en état de choc, ce que je vous ai expliqué juste avant, il y a de rares compétences qui permettent d'augmenter la jauge, et donc d'augmenter le DPS. Typiquement, la meilleure stratégie de DPS, c'est de prendre Tifa et bourrer les enseignements secrets pour éclater tout ce qui est en état de choc assez salement. Dans cette zone se trouvera aussi une proto-relique, évidemment. Et pour une fois, c'est du combat pour l'obtenir, qui est assez exceptionnel. Même si évidemment, pour arriver au combat en question, il y a du gameplay extrêmement nerveux. Allez, avance, bordel! Et comme dernier adversaire de cette proto-relique, je combattrai Gilgamesh. Et celui-ci nous remettra la pièce d'armure, la proto-relique, pour son trophée.
Ouais, la protorelique, ouais. Hannibal se trouve également la quête qui m'amène au dernier piano du jeu, et en faisant un A pour toutes les partitions, j'obtiens le trophée. Virtuose du piano. J'ai eu très peur de devoir jouer à celle qui m'a donné là. Bon allez, 15 heures de mini-jeux sont maintenant derrière moi, prenons l'avion pour notre prochain objectif, le Temple Cetra. Avant d'y aller, je décide de finir tout le clean et toutes les maps du jeu que j'aurais mis de côté ou auxquelles je n'avais pas accès avant. Après des quêtes secondaires du coup où on fera encore des mini-jeux. Oh là, il y a un mini-jeu pour cueillir un champignon, putain. C'est pas possible. Je vais donc également faire la proto-relique de Gongaga, et pour celle-ci, je devrais faire des simulateurs de combat. Et je pensais jamais avoir à dire ça un jour, mais faire du combat dans un jeu de combat, ça fait vraiment plaisir. À la fin de ces simulateurs, je choperai la proto-relique. Let's go, la proto-relique de Gongaga. Et je réaffronterai une fois encore Gilgamesh, qui n'en démord pas de vouloir récupérer son armure. Et là, à partir de maintenant, c'est vraiment la phase du jeu qui m'a le plus dégoûté. Et je pèse mes mots. Parce que pendant ce clear de map, j'ai dû enchaîner 14 heures de mini-jeu. Et c'est pas un euphémisme. J'ai passé 14 heures non-stop où j'ai fait l'intégralité des derniers mini-jeux que les maps avaient à me proposer. C'était juste interminable, j'étais juste à deux doigts de... Et dans tout ce foutoir de mini-jeux, en faisant les jeux de cartes de Costa del Sol, j'obtiendrai le 30e objet de collection de Johnny pour son trophée. What? Je ferai littéralement, et encore une fois sans euphémisme, 2h30 de Mario Kart, version Chocobo, pour le trophée de remporter les 25 courses du jeu. Jockey de légende. Et c'est tout, c'est les seuls trophées que j'obtiendrai pendant ces 14 heures. Mais tous ces mini-jeux sont essentiels pour récupérer justement les 88 objets de collection de Johnny. C'est normal après tout de mettre tout ce temps en l'air puisque le destin du monde n'est absolument pas en jeu. Allez, vous savez quoi? On est tellement plus à ça près que maintenant, on va faire une pièce de théâtre, hein, avec les classicos QTE. Et une fois cette pièce faite avec la note maximale, j'obtiendrai le trophée qui y est lié, ainsi que le trophée du 60e objet de collection de Johnny, qui était offert avec pour cet exploit. C'est le deuxième jeu, tu mets les deux jeux combinés. Standing Ovation, c'est quoi celui-ci? Ou tiens, en S ou plus sur la représentation du Loveless Gold Saucer. Let's go. Et gîte balnéaire 5 étoiles. Il semblerait d'ailleurs que Dio soit dans la panade. Effectivement, son casino va se faire renverser et prendre par son ennemi juré, Don Corneo, un pervers narcissique qui visiblement aurait pu être influenceur au vu de ses orientations sexuelles. Du coup, notre job est de les repousser en tabassant toute leur petite famille, à savoir lui-même sur son abjou, les Turcs, encore, et Rufus, cette petite salope. À la sortie de ce combat, Dio nous offrira la pierre clé, l'objet nous permettant d'avoir accès au Temple Cetra. Mais là, pour aucune raison, Kate 6 décide de nous trahir et remet la clé à la Shinra. Depuis le temps que je le dis, les chats c'est tous des démons. Tous autant qu'ils sont, ils vont bientôt régner sur le monde, sachez-le. Du coup, pour fêter ça, mini-jeu. Et parmi ces mini-jeux, l'Attrape Pampa, un jeu qui vous filera des hémorroïdes quand vous jouerez avec Iris, puisqu'il faut simplement être parfait pour avoir tous les points. En d'autres termes, être parfaitement agile et létal, avec un perso qui a un aussi gros bâton dans les mains qu'il l'a dans le cul. Mais bon, une fois les 4 Attrape Pampa remportés douloureusement, la proto-relique de Corel nous sera remise. Et bim. Après des heures, une fois encore, de simulateur et de mode mission de mini-jeu, je retourne maintenant voir Sid, pour voguer en direction du Temple Cetra, et avec ça, le chapitre 12 se termine. Un rendez-vous inoubliable. Ce temple est plutôt stylé, puisqu'il a pris toutes les lois de la gravité et leur a démonté le fondement sans consentement au préalable. En effet, l'espace n'obéira pas aux règles que l'on connaît, mais le temps non plus d'ailleurs. Ainsi, en ces lieux, nous devrons affronter des hordes de monstres, la Shinra qui nous a devancés, le dragon rouge, bidon en normal mais insupportable en hardcore, le titan d'acier, les Turcs, la dame en Kélon, l'œil de la mort et la porte démoniaque. En ces lieux, on en apprendra plus sur Eris et les Cetra en général, qui étaient un peuple prospère qui vivait en harmonie avec la planète, mais qui ont été pris pour cible par les humains et complètement décimés. Pour la seule et unique raison qu'ils étaient incompris.
Ça, c'est un truc qu'on a en commun, notre univers et celui d'FF, j'ai l'impression. Hein. Eris étant donc une Cetra, elle en a les pouvoirs et peut se servir de l'énergie de la planète pour se déplacer facilement dans le temple. Une fois du coup la porte démoniaque vaincue, le dernier boss de ce temple, Cloud sera en possession de la Materia Noire qui semble l'omnibuler, et Cayde 6 se sacrifiera pour que nos héros puissent s'enfuir. Est-ce que c'est vraiment un sacrifice héroïque si t'as un nombre de corps illimité? Je sais pas, mais visiblement c'est assez pour lui pardonner. Ça y est, nous sommes maintenant au climax de cette histoire. Sephiroth se tient devant Cloud, lui demandant la Materia Noire qu'il vient de récupérer. Sur le point de lui remettre, Eris tentera de l'en empêcher, mais Cloud lui reprendra avant de la redonner à Sephiroth. Il semblera ensuite reprendre conscience et tentera de réparer son erreur en sauvant Eris avant que nos deux protagonistes ne chutent en direction de l'inconnu. Et le fin de chapitre 13, le désastre. À partir de maintenant, c'est le bordel. Et tout ce que je vais dire n'est que mon interprétation personnelle de l'histoire, mais dont je suis quand même plutôt sûr. Oui, la fin de ce jeu est assez ouverte, et donc chacun peut en avoir sa propre interprétation. Nous vivrons maintenant dans la peau de Zack, qui a son histoire séparée de celle de nos héros, je vous rappelle. Et également l'histoire de Cloud, accompagné de Eris, qui semblent vivre leur meilleure vie dans ce qui semble être le futur. Mais un futur différent de celui sur le point de se produire, comme s'il s'agissait d'un monde parallèle. Et tout ça vient se confirmer directement quelques secondes plus tard, avec le speech de Sephiroth, qui explique ses intentions. Pour faire simple, quand quelqu'un influe sur le destin et réussit à le modifier malgré les fillers, il crée un monde parallèle, un second univers dans lequel le destin a été modifié. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans le DCEU le Flashpoint. En gros, c'est un endroit où la réalité se sépare en deux branches. Une branche où on est toujours dans notre univers qui n'est pas changé, et une branche dans laquelle le destin a été modifié, et donc la réalité en question également. De par toutes les actions des héros de Avalanche qui ont modifié le destin au cours des jeux, il existe du coup maintenant une multitude d'univers. Ces univers étant empilés les uns sur les autres, et entre lesquels peut naviguer Sephiroth sans absolument aucun problème. Dans un de ces univers se trouvent Zack, Biggs et les autres membres d'Avalanche toujours vivants, comme en témoignent les passages où on incarne Zack justement. Il y a évidemment un autre univers avec nos héros, dans le monde que l'on connaît puisque c'est l'univers du jeu, et un autre univers que l'on verra dans la conclusion du jeu puisqu'il arrive dans quelques minutes. La réunion donc, c'est le fait d'annihiler tous ces univers pour n'en créer qu'un seul et unique, dans lequel tout repartirait de zéro, mais évidemment gouverné par Sephiroth lui-même, à l'aide de la Materia Noire. Selon l'antagoniste, c'est d'ailleurs la seule manière de sauver la planète. Vous voyez, il avait quand même un peu des bonnes raisons de détruire le monde dans un premier temps. Mais évidemment, ce n'est pas au goût d'Eris, qui tentera de l'en empêcher par la prière. Ouais, pas ouf le plan, faut l'admettre. Mais guidé par le destin, Sephiroth surgira au-dessus d'Eris, et la suite, on la connaît tous. Quoi? Cloud a sauvé Eris? Ce qui veut dire qu'il a encore modifié le destin? Et oui, parce que tous les gens qui ont fait FF7 original savent qu'à ce moment-là, Eris est censé mourir. Et le destin, c'est une manière extrêmement intelligente du studio de nous dire que le jeu FF7 original est la trame à suivre. C'est ça le destin, c'est FF7 original. Et je vous rappelle qu'on est dans une trilogie remake, l'histoire ne peut pas être la même. Elle doit donc être réécrite. Et c'est donc ainsi que Cloud sauve Eris et dissipe le mur des fillers. Et après cet acte héroïque, Sephiroth ricane, et les fillers feront ce pourquoi ils existent. Ainsi, Eris mourra quand même dans nos bras, son destin étant fatalement écrit depuis 27 ans maintenant. Eh les gars, vous croyez pas que ce serait le moment d'utiliser une queue de phénix? Non? Personne? Ok, dommage, j'aurais essayé. Ainsi, le combat final commence, et après avoir vaincu Jenova, ce sera au tour de Sephiroth de se faire repousser, combattu dans toutes les dimensions, par Zack et Cloud, qui ont le pouvoir de voyager entre toutes ces réalités, et les autres guerriers d'Avalanche, évidemment, contraints de ne vivre que le destin auquel ils sont soumis. C'est pourquoi, une fois Sephiroth vaincu, nos héros feront le deuil d'Eris. Tous, sauf Cloud. Parce que Cloud, il vit entre les deux réalités, celle où Eris est morte, évidemment, et celle où elle est vivante, car c'est lui qui a créé cet univers parallèle. Cette dernière restera d'ailleurs au Temple Cetra, seule. Bah oui, parce qu'à part Cloud, y a personne qui vit dans son univers. C'est d'une tristesse absolue. Cette histoire se conclura donc sur Cloud,
en possession de la Materia Noire, encore corrompu par Sephiroth, qui est beaucoup trop puissant, et nos héros qui partent en direction de ce dernier pour l'empêcher d'accomplir la réunion. J'ai adoré l'histoire et sa complexité, franchement, un vrai bonheur. C'est juste atrocement dommage que le rythme aura été atomisé par la dose abusée de mini-jeux. Mini-jeux avec lesquels on est loin d'avoir fini d'ailleurs. Et ouais, parce que pour vous, l'histoire, je vous la raconte assez rapidement, mais pour quelqu'un qui joue le jeu, il faut savoir qu'à ce moment-là, on est à peu près 100 heures de jeu. Et dans les 100 heures de jeu, je peux vous garantir qu'il y a au minimum 60 heures où vous allez passer sur des mini-jeux. Avec des fois 10 heures d'interlude. Imaginez quand vous vivez un pendant de l'histoire qui est incroyable, et d'un coup on vous dit 10 heures de mini-jeu les mecs. Et là vous devez reprendre après 10 heures. En plus de plus vraiment savoir où vous en êtes, comment vous pouvez rester accroché et à fond dans l'histoire? C'est impossible. Reunion. Chapitre 14. Bon allez, pour faire passer cette fin qui pèse sur le moral, on va se défouler dans le Colisée des Costauds, où il y a des tonnes de combats qui se suivent et se ressemblent. Et après plus de 2 heures de fight, j'obtiens le trophée d'avoir fini tout ce que ce Colisée avait à me proposer. Champion de l'arène, il y avait un trophée, tu sais même pas. Bon là, normalement, je devrais choper 3 trophées liés à la dernière quête du jeu. Sauf qu'au moment où je joue à FF7 Rebirth, cette quête est buggée. Je dois donc soit attendre un patch, soit désinstaller le jeu pour le réinstaller hors ligne. Bon, ayant carrément la flemme, je décide de garder ça pour la fin. Et à la place, je finis le reste avant de lancer la run en difficile. Après 2 heures de mini-jeu, je me rends sur la toute petite zone de Gilgamesh, où des combats contre des doubles espers m'attendent. Et après tous les avoir vaincus, je m'occuperai du matricule de Gilgamesh lui-même, un combattant aux allures de troll qui prendra une fessée pour me donner son trophée. Rhéteur légendaire, c'est Gilgamesh qui tombe là-dessus. Gilgamesh est un voyageur du temps, et il nous remettra son armure. Sachez d'ailleurs que le gant de Genji est complètement fumé en hardcore, puisque ça permet de passer les 9999 de cap au niveau du damage. Mais je ne les crafterai pas avant le tout dernier chapitre en difficile. Ouais, encore une fois, hein, j'aime la douleur comme vous pouvez comprendre. En faisant toutes les zones du jeu à 100%, j'ai donc la possibilité d'acheter toutes les matérias de Chadley, et ainsi, le trophée de cette action m'est remis. Et bim, créateur de matérias, on a tout acheté à ce freluquet. Ça y est, nous y sommes enfin. La douleur à son paroxysme commence. Le lancement de la run en hardcore est imminent, et après 100 heures de jeu, je décide enfin de mettre mes PA, mes améliorations en gros. Je l'avais pas fait depuis au moins une 60aine d'heures. Ce qui veut dire que ma run, jusqu'à présent, était considérablement plus compliquée. Mais encore une fois, hein, j'aime la douleur. Très rapidement, en ce début de mode difficile, j'atteins le niveau maximum avec mon équipe. Et ainsi, je débloque le trophée d'atteindre le niveau 70. Yes, le level 70 qui est atteint pour Claude. Dans cette run hardcore, voici les faits marquants. Sur le premier boss du jeu, le Midgard Summer, Barrett fera son meilleur clutch en solo. Sur le golem de Mithril, Barrett fera son vrai meilleur clutch en solo. Genre le mec a pété le boss en solo quasiment du début à la fin. C'est vraiment un crack, bordel. Alors qu'il y a quelques heures, il se faisait pisser dans la bouche par des pécores, ça n'a aucun sens. Je réunirai ensuite toutes les unités d'infanterie pour la parade. Grand rassembleur de la 7ème. Ouais, dans la run normale, j'avais full flemme et j'ai pris que la moitié, je savais même pas qu'il y avait un trophée là-dessus. Et justement, à cette fameuse parade, cette fois-ci, je me tiendrai prêt, et je ferai la note maximale pour le trophée. Yes, star de la parade. Bon, à partir de maintenant, je vais juste mentionner les fights sur lesquels j'ai plus ou moins galéré. Le premier, le 1v1 entre Barrett et Dyne, juste à péter les plombs, j'ai mis une demi-heure à peu près. Ensuite, j'aurais vraiment pensé galérer sur Gin Attack, et au final, pas du tout. J'ai mis 3 tries et je l'ai pulvérisé avec 2 limit break de niveau 3. Alors autant vous dire qu'il a implosé comme Nikita Bellucci après un bukake. Hein. Le passage qui est juste après avec Kate 6 était évidemment relou, mais j'aurais encore une fois pensé plus galérer puisque j'ai été beaucoup plus rapide qu'en mode normal. Et ensuite, on arrive sur le boss où j'ai réellement galéré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. 1h30 de try à peu près sur lui. La bête galienne. Un boss insupportable, beaucoup trop rapide, avec des mécaniques de one-shot. C'est là du coup où j'ai dû me résoudre à refaire un build avec Cloud. Ce qui a absolument tout changé, puisque, une fois ceci refait, j'ai juste mis 10 minutes pour le tuer. Ouais, j'aurais peut-être dû y penser avant, mais encore une fois, j'aime la douleur. Juste après, il y a Rocher. Bon, pas compliqué, je l'ai first try, hein, il a rien compris, mon build était parfait, et mes counters aussi, donc c'est un free kill. Puis bien plus tard, le Dragon Rouge, qui m'a pris une bonne heure de try, je pense, juste à cause de sa lave de merde, parce que tout le reste est free. Et dans la foulée, je m'apprête mes PA qui me restent pour obtenir le trophée d'acquérir toutes les compétences d'armes et de transcendance, dont celle des codex. Autant l'histoire ça m'intéresse, donc j'aurais un truc de cinématique, mais what?
Et puis la fin du run s'est plutôt bien passée, hein. J'ai juste eu un petit problème sur Genova, où j'ai commencé une phase avec un perso qui n'avait pas du tout de vie, ce qui était vraiment galère, parce que du coup, pour passer la phase, je devais être parfait dans les Perfect Paris. Mais bon, une fois lui et Sephiroth vaincus, le trophée de finir le jeu en difficile me tombe dessus. Enfin, tous les chapitres du jeu finis en hardcore. Le temps que je fasse tout ça, un patch a eu lieu, rendant enfin possible le fait de terminer la dernière quête du jeu, celle du fêtard, avec pour thématique des mini-jeux. Encore. Ah, ça part en plein dans la chatte, là. Et ce faisant, je peux enfin avoir mon trophée de finir toutes les quêtes du jeu. Ce qui me débloquera par là même le dernier combat 3D contre Sephiroth, et en le complétant, j'obtiens le trophée de le faire. Super. Désormais, une seule étape me sépare du platine du jeu, les combats brutaux et légendaires du simulateur de la carpe desséchée, j'ai nommé Chadley. C'est là où j'ai vraiment appris à jouer au jeu. Que ce soit la run en hardcore ou mes premiers moments passés en simulateur brutal, j'ai vraiment subi le jeu. Je n'arrivais vraiment pas à apprécier sa courbe de difficulté. Pour une raison toute simple. J'en maîtrisais juste pas tous les aspects, et loin de là d'ailleurs. Grâce au simulateur, j'ai appris entre autres comment utiliser l'exaltation du soldat, les perfect paris en posture de bravoure, les builds magiques complètement fumés, comment jouer quel monstre, les sorts de soutien comme foi, mur, what. Et c'est là où j'ai vraiment adoré le jeu en fait. Et en soi, je suis plutôt dégoûté en fait, parce que j'ai clairement joué 130 heures du jeu sans maîtriser tout ça. Et le mode hardcore, pour sûr, je l'aurais clairement bien plus savouré. Sans parler de mes premières heures en combat brutal. Hein. Mais le jeu se perd tellement dans les tutos, du fait qu'il y ait 60 milliards de mini-jeux, que quand il y a vraiment un tuto combat intéressant, on le survole à la lecture. Et sans le savoir, on vient de se rendre les futures heures de jeu bien plus douloureuses. De ce fait, j'ai fait les 3-4 premiers combats brutaux assez facilement, mais bien vite est arrivé le combat sur lequel j'ai passé 4 heures avant d'apprendre tout ce que j'ai cité auparavant. Le dernier combat brutal, et accessoirement de mon point de vue, le combat le plus dur du jeu. Où on termine avec un Sephiroth boosté aux stéroïdes qui a une mécanique de one-shot qui est quasiment inévitable. Mais bon, si vous faites le build de Yuffie complètement broken, bah vous pouvez clairement éviter justement cette mécanique de one-shot, et c'est tellement simple de faire tout ce combat de simulateur, que du coup bah ça passe du combat le plus dur à un des combats les plus faciles. Et du coup, une fois que j'ai mis ce build en place, bah c'était clairement un first try, comme tous les autres combats qui suivront d'ailleurs. Et oui, une fois toutes les données acquises, j'ai first try tous les combats légendaires du simulateur. Et aussi, et surtout, je vais pas mentir, grâce à OptiNoob, un youtubeur qui vous apprend la vie sur chaque combat. Et clairement, je vous recommande sa chaîne si vous voulez le platine sans galérer. Ce mec est le crack originel. Ainsi, une fois le dernier combat terminé avec Zack et Cloud, que j'ai adoré, le trophée du simulateur m'est enfin remis. De cul de merde, et enfin... la liberté, la fin, la prison, j'en sors, c'est fini. Et avec lui, le 88e et dernier objet de Johnny, me déverrouillant le coffre de l'hôtel, ainsi que le dernier trophée du jeu, et son platine. Eh messieurs dames, on l'a fait. J'arrive pas à y croire. On est sorti de prison. Une prison de 150 heures quasiment. Pour résumer, ce jeu a une histoire extraordinaire, mais avec un rythme explosé par les mini-jeux. Et en ce qui concerne les combats, ils sont satisfaisants une fois seulement le jeu parfaitement maîtrisé. Sinon, vous risquez plus d'être frustré qu'autre chose. Pour la difficulté, je lui mets un 7 sur 10, facilement montable à 9 si le crack OptiNoob n'existait pas. Les questions fun, je lui mets un misérable 2 sur 10, à cause de tout ce que j'ai cité auparavant. Voilà, c'était l'histoire de mon platine sur FF7 Rebirth, très certainement l'un des pires platines de ma vie. Et j'en ai 330, je sais de quoi je parle. Mais assurément, l'un des jeux avec l'histoire la plus poignante que j'ai fait. Maintenant, n'oubliez surtout pas la morale du jeu. Si la fin du monde est proche, ne perdez surtout pas espoir. Sortez juste un Uno de votre poche, ou un Monopoly du tiroir.